Dans Lady vous écoute, nous revenons sur ce qu'il y a en perspective sur le continent africain. Nous disons au lendemain des élections, que se passera-t-il? Car en effet, chaque citoyen focalise sur la question électorale. Chacun a son point de vue, le point de vue de chacun est le bienvenu. Mais simplement, y a-t-il tout le monde qui s'interroge véritablement sur ce qu'il va arriver après? D'aucuns, comme cela, redoutent qu'il y ait un véritable basculement. D'aucuns redoutent que les choses soient peut-être pires qu'auparavant. Nous allons en parler avec nos deux invités du jour. Merci de les recevoir avec moi à ma gauche. Monsieur Jean-Marie Fomongota, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence sur notre plateau. Vous êtes le président du RSDC. C'est un parti politique d'opposition. Et je voudrais vous laisser le soin de nous rappeler ce que désignent ces initiales. RSDC, c'est la Renaissance sociale démocratique du Cameroun. Merci pour votre présence sur notre plateau. Avec nous, Monsieur Théodore Kinkouti. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame Lady. Vous êtes acteur politique de la République démocratique du Congo. Vous êtes chercheur indépendant en questions de politique internationale et en intelligence stratégique. Alors, on va tout quand même livrer à nos téléspectateurs. Un tel sujet, nous n'avions pas voulu le traiter sans femme sur le plateau, car, n'est-ce pas, la moitié de la population du monde a son mot à dire dans des discussions comme celle-là. Et surprise, monsieur, vous nous disiez solennellement et sans coup faire rire que les femmes n'avaient pas souvent voix au chapitre, parce qu'on en trouve bien peu qui soient à la hauteur de telles discussions. Non, en fait, c'est pas ce que je voulais totalement dire. Je voulais dire que la politique, en fait, en Afrique, n'est pas beaucoup la chose des femmes. On aimerait, on fait des efforts pour qu'aujourd'hui la femme s'applique à la connaissance de l'histoire politique, l'histoire sociale politique. C'est ce qui est important. Et donc, je me dis, si dans l'avenir, on a des femmes qui vont s'appliquer, on aura l'occasion de discuter avec elles. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous préciser ce que vous indiquez par application, justement, dans le domaine politique? Ça veut dire, la politique, pour moi, c'est défini par l'idéologie. Et déjà, les hommes en Afrique souffrent d'un problème d'idéologie. Alors, quand je dis que les femmes s'appliquent, c'est d'abord connaître la position, qu'est-ce qui définit la femme politique. Nous, on reconnaît que la femme, c'est la mère de l'humanité. C'est celle qui nous a tous portés, mais on voudrait quand même qu'elle s'applique à nous donner plus le savoir qu'elle a, qui peut aussi apporter dans la vie politique. J'aimerais vous laisser réagir à cela, d'ailleurs, sur la place des femmes en politique, parce que quand on parle de perspective, peut-on, comme cela, impunément, laisser de côté, soigneusement laisser de côté, ou continuer à laisser de côté plus de la moitié de la population qui, au-delà de donner la vie, a quand même une empreinte à apporter sur la dimension politique aussi? Non, je pense qu'il est important que la femme soit intégrée dans la vie nationale de chacun des pays africains, parce que, comme l'a dit Jean-Marie Philippe, la femme est la mère de l'humanité, mais je crois qu'elle a aussi un savoir à apporter dans la gestion de l'État. Et c'est pourquoi j'encourage beaucoup de femmes qui s'engagent, qui militent également dans leurs pays respectifs. J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui sont chefs d'État dans le monde aussi. J'estime bien qu'une femme peut aussi contribuer positivement à l'avancement de la planète. Pour l'heure, donc, la question politique continue à se décliner au masculin, c'est ce que nous regrettons beaucoup. Et quand bien même les femmes vont aux urnes, on entend dire qu'elles ne sont que la voix supplémentaire de l'homme qui n'est pas venu, mais qui a donné des instructions. Avez-vous le sentiment qu'il en soit ainsi d'ailleurs? Oui, je dirais d'abord, dans les grandes démocraties, il n'y a pas très longtemps, les femmes ont commencé à voter. Il ne faudrait pas qu'on fasse avancer des choses, même que les grandes démocraties n'ont pas encore pu réaliser en réalité. Mais attendez, les femmes aujourd'hui, dans ces grandes démocraties, elles ont le droit de vote. Les femmes participent beaucoup à la vie politique des hommes africains, parce que sans femmes, l'homme ne sera pas un grand politicien. Mais le véritable problème est qu'on demande. Moi, je fais des conférences, je vais dans des départements, des régions camerounaises, demander aux femmes de s'appliquer, parce que sans femmes, il n'y a pas d'avenir. Et quel est le frein que vous avez pu constater justement à cet engagement de ces femmes en politique? Moi, je crois que l'Afrique a encore un problème de tradition. Parce que la tradition tue beaucoup l'évolution de la femme. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours d'abord rester ce qui est conçu dans l'art de l'Africain, c'est que la femme est à la cuisine, elle est là pour s'occuper des enfants. Mais je crois qu'avec le temps, beaucoup de choses vont évoluer. Parce qu'on voit qu'il y a des femmes sorties des grandes écoles. Par exemple, au Cameroun, les NAM a des promotions qui sont à 70% aujourd'hui des femmes. Et on voit de l'évolution dans l'armée, dans la police. Moi, j'étais impressionné de voir des femmes colonels au Cameroun. Ça, c'est déjà beaucoup d'avancées. Mais je me dis, il faut encore beaucoup travailler parce que la femme doit arriver à ses fins, doit arriver à aider l'homme à beaucoup comprendre que l'humanité
à commencer par la femme, selon ma définition. Alors, si vous le voulez bien, je voudrais vous proposer qu'on en vienne à ce sujet-là en l'abordant avec cette entrée de sujet au lendemain des élections. Donc, est-ce que la situation, qu'est-ce que cela va changer pour Madame Untel qui finalement était déjà cantonnée à ce que vient de nous décrire monsieur? Est-ce que c'est parce qu'on a changé de président de la République dans tel ou tel pays en Afrique que cela va apporter quelque amélioration que ce soit à l'échelle individuelle de ces populations, de ces femmes, de ces jeunes? Est-ce que ça change quelque chose vraiment pour eux? Pour les jeunes démocraties, je pense que les élections est un gage, mais ce n'est pas une condition essentielle pour atteindre, par exemple, le développement d'une nation. Moi, je prends le cas du pays tel que la RD Congo. Moi, je me dis, les élections n'ont pas été une fin réellement pour amener ces pays vers le vrai développement attendu de tous. Parce qu'il y a encore des questions importantes qui doivent être reposées et rediscutées avant les élections. Parce que vous avez vu par exemple le cas des élections de 2011 qui ont basculé, qui ont semblé à une crise profonde. Il y a eu des morts, il y a eu des assassinats, il y a eu des enlèvements, il y a eu des emprisonnements. Et c'est une des conséquences lourdes. Et ça a été reconnu par toute la communauté internationale qu'il y a eu des irrégularités graves en ce qui concerne l'organisation des élections. Mais je salue également d'autres nations telles que le Ghana, par exemple, et également la Guinée, qui a reçu ces élections. Nous encourageons les pays africains qu'après les élections, que les pays ne soient pas basculés vers des crises à cause des résultats des élections. Mais surtout aussi, ce qui crée ces crises, c'est quoi? C'est le manque de garantie, de fiabilité dans l'organisation des élections. Il n'y a pas de sécurité dans ces élections et ces élections ne sont pas crédibles. Moi, je pense aussi que le dirigeant politique doit laisser les élections se dérouler dans toute l'indépendance et dans toute la crédibilité pour que l'Afrique soit aussi honorée. Alors, on va prendre les choses à une échelle plus restreinte, c'est celle de l'échelle domestique. Tout à l'heure, je posais la question à monsieur. Est-ce que souvent, quand enfin une femme prend le droit qui est le sien que d'aller voter, la question était, va-t-elle voter le candidat de son choix? Ne va-t-elle pas, quelque part, être la deuxième voix de cet homme-là qui, lui, par ailleurs, a déjà voté? Si, à l'échelle individuelle, cette démocratie domestique n'est pas mise en pratique, en quoi est-ce que vous pouvez espérer qu'à l'échelle nationale, elle se mette en pratique? Non, je pense qu'en Afrique, les femmes intellectuelles votent librement, la majorité. Sont-elles la majorité des femmes d'ailleurs? Non, ce n'est pas la majorité des femmes. Je sais que les femmes intellectuelles, celles qui sont déjà intégrées, celles qui connaissent le mode de vote, votent librement, sans influence par exemple, de son mari. Moi, je connais des cas des époux et des épouses qui sont dans des partis divers. Dans certaines nations africaines. Mais par contre, en ce qui concerne les femmes, comme l'a dit Jean-Marie Philippe, il y a des femmes qui ne sont pas intégrées. Ces femmes subissent souvent la loi. C'est l'homme qui dit, écoutez, nous allons voter Lady, on va voter Jean-Marie. Et elles suivent le pas en deuxième lieu. Il y a un problème d'éducation réelle de la femme et on doit encourager la jeune femme africaine à comprendre et à s'intégrer dans le système de fonctionnement des nations et pourquoi pas dans les systèmes des élections qui sont organisés chez nous. Quand on prend le nombre, je dis depuis tout à l'heure qu'elles sont plus de la moitié de la population sur le continent et partout ailleurs dans le monde, est-ce que ça n'est pas une manne électorale pour les politiques que de pouvoir en effet accompagner de manière volontariste, de mettre en place des politiques publiques pour accompagner la présence des femmes en tant qu'actrices politiques finalement? Non, moi je répète encore, on a un problème en Afrique, un problème de coutume. Qu'on ne peut pas facilement bannir. Déjà dans les grandes nations, je prends le cas de la France, c'est qu'à partir de 1945 que les femmes votent en France. La femme est une vieille démocratie, mais ça n'a pas changé. Mais maintenant, en Afrique, on a un problème. C'est d'abord d'éduquer la forme politique. La politique, ce n'est pas le fait de marcher en route, parce que les opposants en Afrique ont une démocratie très attardé au fait que marcher, crier, non, il y a des actes. Est-ce que ça n'est pas ce qu'il leur reste d'ailleurs? Non, il y a des actes à poser à partir des femmes. Pourquoi pas faire une fondation pour des femmes? Cette fondation peut défendre les enfants, qui peut défendre autre chose. Ça peut apporter déjà la voix importante pour une femme, pour toutes les femmes africaines. Moi, je me dis, on a le temps de mieux travailler. Moi, dans la base politique, il faut d'abord travailler l'idéologie. Moi, je crois que les gens doivent savoir pourquoi on est avec Jean-Marie, pourquoi on est avec le frangin, pourquoi
on veut arriver. Ce n'est pas le fait de dire, ah, parce que je suis de la même ethnie ou parce que c'est mon frère du quartier. Non, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il propose pour l'avenir des femmes déjà. Parce qu'on ne peut pas faire un programme politique sans parler des femmes. Parce que l'avenir d'une nation, c'est d'abord l'avenir des femmes. Parce que c'est les femmes qui nous font des enfants, qui sont l'avenir de demain. Et alors, si ces femmes n'ont pas une posture, une valeur dans la nation, quel est l'avenir qu'on peut proposer à un programme politique? Un avenir autre que sac à bébé. Si vous le dites. C'est moi qui le dis. Alors, très justement, vous posez cette question. Cet avenir, comment va-t-il se décrire, hein? Je vous retourne la question à vous aussi, parce que vous proposez peut-être quelque chose. Vous redoutez qu'il puisse y avoir des basculements après les élections. En plus, les élections souvent sont faites dans des conditions où on aurait des choses à redire. Mais le fait est que pour l'heure, en tout cas, on peut appeler tout cela de tous ses voeux sans que cela prenne forme. Et cependant, il faut bien que la vie puisse continuer. On sait qu'il y a beaucoup, on va parler des hommes cette fois-ci, tous ceux qui sont en politique ne sont pas nécessairement des hommes compétents, hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut que les femmes, comment disiez-vous d'ailleurs, il faut que les soient appliquées à la politique. Ceux des hommes qui sont en politique ne sont pas nécessairement appliqués à quelque politique que ce soit, et pourtant ils sont là. Et d'ailleurs, est-ce que ça n'est pas ça le problème? Oui, comme vous le dites, vous savez, actuellement en Afrique, nous avons un problème. Le problème, c'est d'abord au niveau de nos institutions. Les institutions africaines ne sont pas stables, elles ne sont pas crédibles, elles ne sont pas fortes. Parce que, je prends le cas du Cameroun, mon ami il est du Cameroun. Le Cameroun a un héritage que Biya va laisser, c'est l'organisation institutionnelle qui est assez forte et très dynamique. Mais dans certains pays, nos institutions souffrent. C'est ce qui fait que, par exemple, si nous voulons proposer un modèle de développement pour l'Afrique, nous devons réformer les institutions africaines. Il faudra penser à des grandes réformes. Le pays comme la RD Congo, qui est assez vaste 4 fois que la France, doit passer par les grandes réformes, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau national. Ces grandes réformes vont apporter de la nouveauté dans la vie nationale. Et en ce qui concerne le projet de société, moi je pense qu'un projet de société ne doit pas être l'inspiration d'un président de la République, par exemple, comme l'a-t-on dit, quand on le dit dans les médias africains, l'inspiration du chef de l'État, sous l'impulsion. Non, ce n'est pas l'inspiration d'un individu. Ça doit être l'émanation du peuple. Et que le chef de l'État, qui est un acteur, parce que la politique pour lui devait être un apostolat, le chef de l'État traduit la volonté populaire. Et c'est à ça qu'on peut compter sur des projets de société qui soient aussi valables et qui soient aussi crédibles face à l'avenir de la nation. Mais sinon, nous trouvons qu'il y a trop de clientélisme au niveau des hommes d'État africains. Quand on est ministre, c'est pour plaire au chef d'État, c'est pour plaire... en Europe aussi. Hein, et on voit bien que quand on ne plaît pas à son Premier ministre, on est prié de pouvoir prendre la porte. Mais justement, c'est une erreur. Surtout, c'est cette erreur. Vous parliez de grande démocratie. Il y a encore... Le véritable problème, pour moi, qui se passe en Afrique, c'est que on est des peuples sans âme parce qu'on n'a pas d'histoire. Toutes les grandes démocraties vous parleront de l'histoire. On vit la 5e République. L'Afrique n'a donc pas d'histoire. L'Afrique ne reconnaît pas en soi-même l'histoire parce que l'indépendance, par exemple, chez moi au Cameroun, a été demandée par un nationaliste qui n'a jamais été écrit dans un livre d'histoire aujourd'hui. Oumi Obeng n'a jamais été ministre au Cameroun. Mais c'est celui qui s'est présenté à l'ONU en 51. Il n'est pas reconnu par les... N'est-ce pas de la responsabilité des intellectuels il n'existe plus dans mon pays, le Cameroun, des intellectuels. Ils ne jouent pas leur rôle. Un intellectuel aujourd'hui, un diplômé aujourd'hui rêve d'être ministre au Cameroun. Ne joue pas le rôle d'enseigner au peuple ce que veut dire que maquisard et indépendantiste ne désignent pas la même chose. C'est ça le véritable problème. Nous souffrons aujourd'hui d'un problème de base. D'où venons-nous? Pourquoi on est là? Pourquoi le Cameroun existe? Et où allons-nous? Si vous n'êtes pas d'accord avec nos invités, vous avez notre adresse internet Lady vous écoute @telesud.com afin que nous puissions rediriger vos points de vue respectifs à nos invités qui ne manqueront pas de répondre à cela. Oui, allez-y, je vous prie. Je voulais dire, l'Afrique a une histoire, mais elle a été déformée. Pourquoi elle a été déformée? Parce que vous savez, pendant qu'il y a eu le règne des dictatures en Afrique, les chefs d'État au pouvoir ont dénaturé l'histoire. Un nationaliste comme celui-là camerounais ne peut pas être oublié de l'histoire. La preuve, il parle de lui.
La preuve, dans mon pays, on parle de Lumumba, par exemple. Mais lorsque les règnes de dictature se sont installés en Afrique, ils ont essayé de dénaturer l'histoire de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous sommes obligés de la reconstruire. Tout de même, se pose la question de la tradition. Parce qu'on entend bien les projections qui sont les vôtres, les désirs que vous voudriez qu'ils soient mis en pratique dans vos démocraties à venir, hein, pour ne pas dire votre démocratie actuelle. Mais la tradition, qui, on le voit dans la situation des femmes, est compliquée à repenser. Est-ce que cette tradition-là ne va pas être un frein à tout le reste? Je voudrais revenir à ce que vous avez évoqué. Il y a peut-être la voix du gouvernant et pas la voix du peuple. Mais encore une fois, même à l'échelle domestique, c'est la voix d'un seul homme. Et finalement, toutes les populations qui sont autour, à l'échelle familiale, souvent féminine, ça n'est pas leur voix qui compte. Donc ce qui n'est pas fait à l'échelle individuelle, comment pensez-vous que cela puisse être mis en pratique dans l'espace public? Non, mais je pense qu'il y a des avancées significatives qui sont déjà faites en ce qui concerne l'éducation de la femme. J'ai été enseignant dans plusieurs écoles à Kinshasa. J'ai constaté que le nombre de filles était aussi assez croissant par rapport aux garçons. Et j'ai trouvé que pendant mes leçons, pendant mes cours, les filles s'appliquaient mieux que les garçons. J'ai foi que dans l'avenir, les femmes seront vraiment réellement actives et seront représentées dans l'échiquier national de mon pays. Mais votre optimisme peut être mis à mal parce que, certes, quand elles sont dans les écoles et elles ont de bons résultats, la réalité est qu'on les voit disparaître à un moment dans les débouchés. Où sont-elles passées, les premières de la classe? Justement, le problème, c'est comme disait Jean-Philippe, le problème, c'est que d'abord, nous souffrons de ces problèmes de l'idéologie. Il faudra que l'homme politique africain encadre la femme, encadre la jeunesse derrière une idéologie. Tant que nous n'avons pas d'idéologie, tout le monde deviendra un client qui devra courir derrière pour jeter des fleurs et des rameaux, et même la femme aussi. Je voudrais vous prendre au mot. Monsieur nous dit qu'il faut que l'homme africain encadre la femme. N'y a-t-il pas une infantilisation des femmes par ailleurs? Ne faut-il pas tout simplement prendre en compte le potentiel politique des femmes aussi et faire avec, plutôt que de s'arroger le droit d'être celui qui distribue les parts de gâteau? Non, mais on a déjà un potentiel politique des femmes qui se fait dans plusieurs gouvernements africains. On sait comment les premières dames ont plus de pouvoir attendez, les premières dames n'ont pas plus de pouvoir que les maris. Moi, je vois comment ça se passe au Cameroun. Mais c'est une affirmation gratuite, monsieur. Je vois comment ça se passe au Cameroun. Non, mais vous savez, la vie privée des uns et des autres, c'est comme si je pouvais dire, madame, votre épouse a plus de pouvoir que vous. Je ne parlerai pas de la vie privée. Je vous dis, déjà au Cameroun, mon pays, la première dame du Cameroun fait les vœux le 2 janvier. Son mari fait le 1er janvier, elle en fait le 2 janvier. Je n'ai pas compris, pardonnez-moi. Je vous dis, au Cameroun, le 1er janvier de chaque année, le chef de l'État présente ses vœux à ses ministres. Le 2 janvier, la première dame présente ses vœux aussi aux ministres, aux femmes des ministres, à tout ce monde. Ça veut dire qu'il y a déjà un rôle qui n'est pas institutionnel. En abondant dans votre sens, chaque pays pour l'heure n'a qu'une première dame. Alors, et toutes les autres femmes alors? Non, mais puisque le rôle, en fait, on est dans des États où la femme n'est pas reconnue par les institutions, mais applique les formes d'institutions, sauf que dans les grandes démocraties, on ne voit pas. Est-ce qu'au Cameroun, on sait bien comment... Je vais laisser l'exemple du Cameroun. En Afrique, on voit en général souvent les réunions des femmes des chefs d'État qui se retrouvent dans des congrès. Non, mais j'entends bien, ces femmes-là, ces femmes de chefs d'État, sauf si les chefs d'État, comme diraient des esprits chagrins, n'ont qu'à avoir autant de femmes qu'on veut pour que toutes les femmes puissent être éligibles à ce que vous décrivez. Mais jusqu'à preuve de contraire, une première dame par pays, il n'y en a qu'une seule. Et toutes les autres femmes dans tous les pays d'Afrique de la sous-région sont des laissés pour compte de quoi que ce soit. Est-ce que c'est un bon exemple à prendre en compte, puisque cela n'est révélateur que d'un cas particulier? C'est qu'un bon exemple, mais il y a des... Et la vendeuse de beignets sur le marché, et la maman qui vend des bananes à la elle joue un rôle dans la société. Pourquoi? Parce que moi je dis toujours que pour moi, sans paysans, il n'y a pas de pays. Parce qu'on doit manger. Donc il vaut mieux appréhender cela par la majorité des cas que par des cas d'exception. Je prends toujours que l'éducation des femmes. Aujourd'hui, la femme africaine ne s'intéresse pas à la politique. On la met parfois sur les actes politiques. Qu'est-ce qui vous fait affirmer cela? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, vous allez voir que les partis au pouvoir sont des partis qui ont la force financière. Et lorsque un monsieur dit à sa femme, tu sais que c'est derrière ce parti qu'on vit, donc si tu ne prends pas toutes tes copines pour aller voter, je ne serai plus ministre demain. Ah là là, mon chéri, il faut que tu restes ministre. Voilà, madame va, puisque madame peut
faire mobiliser. Donc on voit bien qu'elles ont une force de frappe. Non, elles ont une force. Moi, je n'ai jamais régné, mais moi, je vous fais comprendre que juste, je voudrais qu'elles aient l'éducation politique. Ça veut dire que mais cette éducation politique, hein, parlons, et je voudrais peut-être qu'on parle aussi de ce qui se passe au Congo et ailleurs. D'ailleurs, cette éducation, on voit le cas du Rwanda, où aujourd'hui, les femmes sont quand même nombreuses à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça n'est pas un exemple à prendre en compte entre le cas du Rwanda et la situation des femmes en République à l'est du Congo? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à pouvoir trouver en termes d'incitation sociétale, j'entends, non pas dans un clivage homme-femme, mais pour le bien-être de tous, finalement, cette éducation à laquelle monsieur fait allusion. Est-ce qu'on va faire asseoir les femmes sur les bancs de l'école en disant prenez la craie marquée au tableau, la politique c'est ceci, c'est cela? N'y a-t-il pas une obstruction masculine qu'il faut combattre? Pour le cas de la République démocratique du Congo, je salue qu'il y a eu des avancées significatives en ce qui concerne l'intégration de la femme dans les règnes politiques. Parce que depuis 2001 que Kabila Joseph est président de la République, j'ai vu un grand nombre de femmes qui défilent comme ministres par rapport à l'époque de Mobutu ou encore de Kabila. Mais vous avez vu celles qui défilent comme ministres, mais avez-vous vu celles qui sont à l'est du Congo, à l'est du Congo, il y a un problème. Tout le reste. Là, ça a un problème tout à fait qui est criant. Les problèmes de viol qui existent, des problèmes de brimades dont les femmes à l'est du Congo sont victimes. Là, c'est de l'injustice. Mais est-ce que ça n'est pas le prolongement déjà d'un état d'esprit? On parlait de tradition tout à l'heure, où on veut que la femme, finalement, c'est pas grand-chose et on en fait ce qu'on en veut. Est-ce que ça n'est pas le prolongement de cela? Non, dans un terrain de guerre, des crises comme celui-là, la plupart des femmes ne portent pas des armes. C'est pourquoi on ne s'attaque pas aux hommes. Les hommes sont dans les champs de guerre, dans les champs de tir, ils sont dans des stratégies de guerre, et ce sont des femmes généralement qui restent dans tous ces villages qu'on vient envahir souvent. Faudrait-il donc armer les femmes à vos avis respectifs d'ailleurs? Armer les femmes, non. Par contre, le politique national congolais doit assurer des mesures de protection de la sécurité des personnes, de leurs biens. Lorsqu'on sait que la province du Nord Kivu ou du Sud Kivu est envahie par les rebelles, par les agresseurs, l'État doit prendre des dispositions, mettre une armée conséquente, par exemple, qui devra agir pour la protection de la population. Mais ce qui arrive au Congo, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui est abandonnée et qui est surprise par les incursions ennemies qui interviennent à tout moment, parce que l'État ne prend pas accord. Et il y a la MONUSCO qui est là, ça fait plus de 10 ans, qui fait son travail, mais au ralenti, qui est toujours surprise au lendemain quand il y a des exactions qui se passent à l'est de la RDC. Alors, messieurs, vous êtes sur la place parisienne, vous avez vos avis respectifs. Comment pensez-vous pouvoir être concret et apporter quoi que ce soit au lendemain de ces élections qui sont prévues, qui sont programmées dans tel ou tel autre pays en Afrique aujourd'hui? Vous savez, le problème majeur, moi je prends toujours le cas parce qu'il faut toujours soigner d'abord ses blessures. Moi je prends toujours le cas du Cameroun. On a un problème majeur qui se passe au Cameroun aujourd'hui en termes politiques, c'est que le Cameroun a un chef de l'État qui est assis dans tout l'ensemble du territoire politiquement parlant et qui a des opposants qui sont dans 2-3 villes. On ne peut pas combattre. Il n'y a pas l'union des opposants parce que entre des hommes du passé que j'appelle comme le plus grand opposant du Cameroun, John Fundi, qui n'a plus rien à apporter dans la démocratie actuelle. Et des hommes comme nous qui apportons maintenant une vision, on fait comprendre que... Est-ce que ce n'est pas ce qu'il dirait de vous d'ailleurs, lui aussi? Non, il ne pourra pas dire, puisque si en 2011, il ne demande pas aller aux élections et qu'il est le premier à se porter candidat, ça veut dire qu'il fait un jeu déjà contre l'opposition. Moi, je dirais aujourd'hui, on a une force, nous, au Cameroun, c'est que la majorité de la population est jeune. Faire comprendre aux jeunes que l'avenir... L'histoire du Cameroun a été écrite par la jeunesse, jamais par les personnes âgées. Que ce soit Wanti, Moumie, Oumiobe, André Marimbida, Amadou Ahidjo a eu le pouvoir à 30 ans. Biya est rentré dans l'administration à 29 ans. Alors, moins de 3 minutes quand même. Une femme comme Kawala, je voudrais vous entendre dessus. Vous savez, je connais bien cette dame avec laquelle on a fait même un débat à Paris à Sciences Po pendant les élections de 2011. Mais lorsque vous voulez défendre une jeunesse et que vous vous alliez au pouvoir, c'est très dangereux en politique. J'appellerais ça, vous devenez une pute politique à la jeunesse. Oui, monsieur, jusqu'à présent, vous étiez resté courtois parce qu'il s'agissait des hommes. Et là, parce que c'est une femme, vous la gratifiez de cela. Non, mais parce que c'est une dame qui avait du chemin. Non, mais est-ce que c'est parce que c'est une dame qu'elle mérite? Je vous dis, elle a tourné le dos. Elle a tourné le dos à ceux qui l'ont fait. Je voudrais croire que les quelques minutes d'émission qui restent vont vous donner l'occasion de revenir sur ce mot-là. Tout de même, cela serait fort dommageable. Alors, tout de même, voilà la situation des femmes quand on rentre en politique. Voilà ce qui nous attend au tournant, c'est de se faire traiter de tous les noms
d'oiseaux, alors que ces messieurs que vous avez tous évoqués, l'un et l'autre dans tel ou tel pays, on a peut-être entendu dire qu'ils n'étaient pas compétents, mais personne ne s'est attaqué à leur personne privée tout de même. Je pense qu'il est temps d'exprimer un ras-le-bol contre elle, mais le mot peut-être il a été mal placé. Bon, il a le temps de revenir dessus, l'émission, encore 2 minutes. Alors, sur les perspectives, oui. Sur les perspectives d'avenir des élections, et cela dépend d'un pays à un autre. Les pays où la Constitution elle est respectée, là où les institutions sont stables, elles peuvent passer facilement aux élections, ce serait question de changement. Mais dans un pays comme la RD Congo, c'est vrai, les élections de 2016 doivent avoir lieu. Mais il y a des préalables que je suis en train de me poser. On a entendu ce que vous avez proposé, mais comment faire pour mettre cela en pratique? C'est ça la véritable question. Moi, je pense qu'avant les élections de 2016, il faudra organiser un forum international pour discuter sur des questions importantes de la nation. Et ces questions sont aussi importantes dans ce sens. Nous ne pouvons pas continuer à entrer dans une autre élection avec des crises qui nous entourent. Nous avons des conflits avec nos voisins. Le Rwanda, par exemple, ces conflits n'ont jamais été réglés. Nous avons la question de la misère sociale qui d'abord aussi est régularisée aussi. Nous avons la question aussi de la majorité présidentielle actuelle qui ne veut pas céder le pouvoir, qui ne veut pas respecter la Constitution, par exemple. On va malheureusement devoir finir parce que le temps qui nous est imparti arrive à échéance, mais à son terme, je voudrais simplement vous laisser votre mot de la fin à vous aussi. Comment mettre en pratique tout ce qui a été évoqué et arriver à ce que vous espérez? Parce qu'on l'a entendu, mais sinon cela ne reste que des incantations. Comment faire concrètement? En fait, moi je pense qu'aujourd'hui en Afrique, on doit faire naître dans plusieurs pays les institutions. L'Afrique souffre d'un problème d'institutions. Sans institutions, on ne peut pas avoir véritablement la démocratie. Parce que la démocratie passe par des institutions. J'ai une chance que je dis souvent que M. Biya a laissé l'héritage au Cameroun, c'est les institutions. Et on pourra mieux faire des élections dans l'avenir avec ces institutions qu'il a mises en place. Merci pour votre participation à cela. Nous espérons que vous avez pu vous-même aussi commencer à réfléchir, vous qui nous écoutez dessus, et que cela vous accompagne. Et pour ma part, je tiens quand même, puisque personne n'a trouvé nécessaire de le faire, à présenter mes basses excuses à Madame Kawala, femme politique. Au revoir.